Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Bonsoir aux gens qui sont avec nous ce soir dans la salle. Je soulignerai particulièrement la présence d'une bonne partie du conseil municipal jeunesse qui sont avec nous. Merci beaucoup d'être là. On aura le plaisir de vous entendre tout à l'heure. Je rappelle également que les gens peuvent nous écouter à la maison grâce à une collaboration de Cogeco TV et de Câble Action. Également, les séances du conseil sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Magog à ville.magog.qc.ca séance. Je vous rappelle également que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux qui sont disponibles ultérieurement. Également, sont disponibles sur le site de la Ville une fois adoptés, bien entendu. Donc, sans plus d'opter, on pourrait procéder... Sans plus d'opter, oui. On recommence. J'ai parlé en anglais toute la semaine, hein, fait que ça se peut que ça arrive une couple de fois durant la séance. Sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec la modification suivante. Retrait du point 7.12, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour l'établissement Les Enfants Terribles. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? C'est bon. Donc, on pourrait procéder à l'adoption de procès-verbaux proposés par le conseiller Pierre Côté. Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal approuvé par la présente résolution au moins 24 heures avant cette séance, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 15 mai 2015 soit approuvé tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, on s'est rendu au point 4, conseil municipal, au point 4.1, recommandation du comité municipal jeunesse. Juste avant de vous céder la parole, je vais quand même vous introduire. Donc, comme vous savez, depuis la 4e année maintenant, on a la chance d'avoir un comité municipal jeunesse. Vous avez probablement vu leurs séances qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller visionner leurs séances. L'objectif du comité municipal jeunesse, en fait, il y a deux grands objectifs. Un des premiers objectifs, c'est évidemment d'initier ces jeunes-là à la vie démocratique, comment ça marche une municipalité, comment les décisions sont prises, etc. Qui sait, il y a peut-être de la relève là-dedans. Hein? Peut-être que le futur maire ou mairesse est assis dans la salle. On ne sait pas. Et vous allez voir, ils sont très articulés. Et l'autre objectif, c'est de les entendre sur des enjeux qui les touchent particulièrement. Donc, à chaque année, on choisit des thèmes qu'on leur soumet pour discussion, débat et recommandations. Et ce n'est pas un exercice inutile parce que dans les années passées, on a tenu compte de leurs recommandations pour faire des projets pilotes, pour regarder, pour modifier certaines réglementations et même dans des projets comme le transport collectif ou quand on a décidé là, de refaire notre site Internet par rapport à l'information qui était recherchée. Donc, dans tous les cas, c'est très utile. Ils influencent réellement les décisions du conseil. Puis c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, ce soir, je cède la parole à deux d'entre eux. Je vais les laisser se présenter. C'est ça, hein, 2 ou 4, ou en tout cas 2? Parfait. La parole est à vous. Bonjour, mon nom est Benjamin Poulain. Donc, moi, j'ai fait partie du conseil du comité municipal jeunesse. Donc, nous autres, on était 7 jeunes, puis pendant 3 mois, on est venu ici à l'hôtel de ville pour faire partie du CMJ. On avait 2 thèmes qui ont été attribués pour nous, qui étaient pour améliorer les conditions des jeunes à Magog. Bonjour, moi c'est Léane Bernier-Lehoux. Je fais aussi partie du comité municipal jeunesse. Et, la proposition de politique de fonctionnement interne du comité municipal jeunesse a été déposée le 8 mai dernier à la séance officielle. On est encore en attente d'une réponse avant les élections. Donc, je vais vous parler du premier thème qui est, c'était la politique familiale. Donc, nous allons déposer 10 recommandations. Je vais vous en présenter 4. Donc, la première, on a proposé des concours artistiques organisés à Magog sur des murs ou des toiles. Puis, il y aurait des installations de murales temporaires à proximité de la rue principale pour une bonne visibilité. Il y avait aussi l'intégration d'un circuit de pas du Menfrey à Magog. Les empreintes du Menfrey donneraient des informations comme sur la maison Mary, par exemple.
Et il y aurait l'utilisation de technologies du Wi-Fi pouvant intégrer des informations historiques sur la ville de Magog. Il y avait aussi l'installation de poubelles à canettes consignées accessibles aux citoyens dans le besoin. Il y aurait aussi des escomptes sur les tarifs de taxi sur présentation d'une carte étudiante. Et il y aurait l'ajout d'un chilling spot à la Pointe-Mary où on pourrait se rassembler et autour d'un rond de feu ou des espaces de musculation, par exemple. Notre second thème était le port du casque en vélo. Malgré les conséquences importantes pour les victimes, il y a une difficulté d'application certaine de la réglementation municipale, notamment concernant l'identification du contrevenant. Considérant que 30 à 50 des décès à vélo impliquent des enfants de 18 ans et moins, donc on obligeait le port du casque pour les 14 ans et moins. Les parents du contrevenant auraient une amende à payer. On ferait aussi des locations de casques et des pancartes pourraient être installées à l'entrée de la ville pour informer les citoyens. On aime mieux récompenser les personnes qui portent leur casque au lieu de punir. Fait qu'il pourrait y avoir des actions de récompense pour les porteurs de casques comme une barbotine. La remise en contravention peut avoir un impact négatif sur la relation entre les policiers et les jeunes. Fait qu'on ferait aussi des affiches pour sensibiliser les jeunes à l'école. On ferait aussi de la sensibilisation auprès des parents, puis plus percutante, comme exemple celle pour le tabagisme. Puis c'est pourquoi Benjamin Poulin propose qu'une politique sur le port du casque soit établie, comprenant l'information et avertissement. Donc, au nom du CMJ, je vous remercie de votre écoute. Merci. Restez proche. J'aurais peut-être 2-3 petites questions d'éclaircissement. Je ne vais pas vous gêner, là. Mais... Donc, parce que là, écoutez, ils nous ont parlé 2 minutes et quart, mais ça a été 3 mois de travail, puis une bonne séance avec des bons débats. Dans le fond, ils ont été rencontrés par des pédiatres qui travaillent au niveau du CHU par rapport au port du casque, à savoir qu'est-ce qu'ils recommanderaient au conseil, est-ce qu'on devrait l'obliger ou pas, puis comment le contrôler. Je veux juste être sûre de bien comprendre, parce que moi, j'ai entendu le débat, puis je veux être sûre que c'est ce que j'ai bien compris. Dans le fond, vous suggérez pas de l'obliger, mais d'y aller plus avec une politique qui concernerait de la sensibilisation. Félicitations pour ceux qui le font. C'est ça, je comprends? Effectivement. OK, parfait. Est-ce que des membres du conseil ont d'autres questions pour nos jeunes? Ça va. Puis pour vos recommandations pour la politique familiale, il y en avait beaucoup plus que ça, mais je comprends que vous allez déposer le procès-verbal de la rencontre, puis à partir de ça, on pourrait transmettre l'information à notre équipe qui travaille sur la politique familiale. Merci. Vous pouvez venir déposer à Maître Lavigne. Félicitations. Donc, on serait rendu au point 4.2. Vous allez rester avec nous, hein? Ce ne sera pas long. Vous allez voir. Je sais qu'il y a du hockey à soir, là. Mais... Au point 4.2, appui au club de curling et social de Magog, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que le conseil municipal appuie le projet du club de curling et social de Magog Limité afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 4.3, diverses délégations proposées par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que la Ville de Magog délègue l'un ou l'autre des membres du Conseil pour représenter la Ville à lors du Gala Reconnaissance Saines habitudes de vie 2017, qui s'est tenu le jeudi 1er juin 2017 au Théâtre Granada de Sherbrooke. B, lors du tournoi de golf de la Fondation de l'hôpital Memphremagog, qui s'est tenu le vendredi 2 juin 2017 à Offord. Et C, lors du tournoi de golf du Club Optimiste Magog Offord, qui se tiendra le dimanche 11 juin 2017 à Offord. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Habituellement, les activités de représentation, on essaie de vous les présenter avant. Mais je ne sais pas ce qui se passe cette année. On les reçoit toutes à la dernière minute, donc on se ramasse en séance. Les activités, malheureusement, sont déjà passées. Donc, au point 5, direction générale, 5.1, adoption du plan de main-d'œuvre 2017 proposé par la conseillère Diane Pelletier.
Attendu la modification de la direction sécurité, incendie, prévention, attendu que la direction environnement et aménagement du territoire a été scindée en 2 directions pour créer la direction environnement et infrastructures municipales et la direction planification et développement du territoire, attendu les diverses présentations faites aux membres du Conseil concernant le plan de main-d'œuvre 2017 et de l'organisation du travail, je propose que le plan de main-d'œuvre 2017 et l'organigramme de la Ville soient adoptés comme présentés. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 5.2, transactions dans le parc industriel, proposé par le conseiller Steve Robert. Que la promesse de vente du lot 4 607 427 d'une superficie de 5 839,6 m² sur la rue Macpherson, signée le 23 mai 2017 par 9327-2565 Québec Inc., représenté par son président, M. Michel Boivin, pour 42 441,29 $, plus les taxes applicables, soit acceptée aux conditions de cette promesse. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 6, Finances, 6.1, surplus de tarification et réserves financières, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Entendu que les services d'eau potable, d'égout, de fosses septiques et de matières résiduelles sont facturés selon les tarifs imposés seulement aux immeubles bénéficiant de services. Entendu qu'en 2016, cette facturation a généré des revenus différents des dépenses comme suit. En eau potable, les revenus de tarification, 2 071 113 $, des dépenses, 1 943 438 $, donc un surplus de 127 675 $. Les égouts, 1 985 505 $, les dépenses, 1 781 979 $, donc un surplus de 203 526 $. Les fosses septiques, 292 631 $, les dépenses, 270 354 $, pour un surplus de 22 277 000 $. Les matières résiduelles, 2 580 527 $, les dépenses, 2 428 552 $, pour un surplus de 151 975 $. Je propose donc que la Ville de Magog réserve, en date du 5 juin 2017, à partir du surplus accumulé non affecté, les excédents de tarification de 2016 ci-dessus énumérés au bénéfice des mêmes groupes d'immeubles que ceux qui ont payé les tarifs. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vous vous souvenez, quand on a présenté les états financiers, on vous a parlé d'un surplus global. Dans ce cas-ci, comme le disait M. Lamontagne, c'est que les surplus vont être appliqués vraiment pour les payeurs de taxes à qui ça s'applique. Donc, pour l'eau, les égouts ou les fosses septiques, ou dans le cas des matières résiduelles, souvent, on s'en sert pour des projets au niveau des matières résiduelles. Donc, ils vont être appliqués directement aux payeurs de taxes là, qui les ont payés. Donc, on a retiré... Ah non, excusez-moi. Au point 6.2, octroi de contrat pour la location d'une camionnette de type Crew Cab 1500, proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. La Ville a demandé des prix pour la location d'une camionnette de type Crew Cab 1500 4x4 neuve de l'année 2017. Les fournisseurs invités ont présenté une offre de prix comme suit. Magog Ford 2000 Incorporé, 446 $ et 3 paiements mensuels avant taxes. Magog Concept Chrysler, 572 et 27. Jacques-Olivier Ford, 641 et 90. Magog Ford 2000 Incorporé est le fournisseur qui a présenté la meilleure offre de prix et il est conforme. Je propose donc que le contrat pour la location d'une camionnette de type Crew Cab 1500 4x4 neuve de l'année 2017 soit adjugé au fournisseur qui a obtenu le meilleur prix de location, soit Magog Ford 2000 Incorporé, pour un total de 16 057 $ avant taxe, dont la fréquence des paiements est de 446 $ et 3 par mois, suivant la demande de prix préparée par la Ville et l'offre du fournisseur reçue le 29 mai 2017,
et la soumission par la Ville avait été de 450 $, l'estimé 450 par mois. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 6.3, octroi de contrat pour la démolition de la caserne de pompiers 1 et la réfection du mur de l'hôtel de ville, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour la démolition de la caserne de pompiers numéro 1 et la réfection du mur de l'hôtel de ville. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Groupe Drummond, Tromco Construction Incorporée, ça c'est le prix de la balle avant taxe, 379 880. Construction et rénovation Jérémy Hull, incorporée, 381 601,48. Construction Guy Sébastien incorporé, 480 830. Excavation René Saint-Pierre, incorporé, 526 686,44. Le groupe Drumco Construction incorporé est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Je propose que le contrat pour la démolition de la caserne de pompiers 1 et la réfection du mur de l'hôtel de ville soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit le groupe Drumco Construction incorporé pour un total de 379 880 avant taxe. Et la soumission de l'entrepreneur est ouverte le 1er juin 2017. Réellement, l'ouverture des soumissions sur contrat avait été estimée par la Ville à 375 000. Alors, on est dans les prix, enfin. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7, greffe et affaires juridiques, là, on a une série de règlements dont on va procéder à l'adoption des projets de règlement qui ont été présentés en assemblée publique de consultation. Je vais juste vous dire qu'on a eu une bonne discussion ce soir avec le directeur de la planification du développement du territoire suite à beaucoup de commentaires qui ont été soulevés lors de cette soirée de consultation, qui sont pris en compte actuellement parce qu'on a recommencé les travaux là, du plan d'urbanisme et des modifications réglementaires. Fait que je vais en profiter parce que je sais qu'il y a des gens qui sont présents et qui nous écoutent, qui sont venus à la consultation publique. Vous sachez que vous avez été entendus. Donc, on serait rendu au point 7.1, adoption du projet de règlement 2611-2017-1, proposé par le conseiller Robert Ranger. Je propose que le projet de règlement 2611-2017-2 modifiant le règlement de zonage 2368-2010 concernant la modification des usages dans la zone CD01CT sur le chemin Milieta soit adopté tel que présenté. Juste une petite minute, s'il vous plaît. Ça sera pas long. Voyons, ça ne veut pas ouvrir, cette histoire-là. C'est pas vrai. Bon. Oui, je l'ai. Je l'ai. Voyons. On peut peut-être vous aider. Vous cherchez quoi, M. Ranger? Ben là, je cherche ce qui va avec ça, là. Le petit texte qui va avec ça. Le voilà. Ça valait la peine d'attendre, vous allez voir. Alors, ce règlement vise à permettre les usages existants de vente au détail, parce que juste le numéro, ça ne vous disait rien. Vente de réparation et d'entretien d'équipements sportifs seulement et de services de traiteurs sur le chemin Milieta dans la zone commerciale touristique. Les usages d'activités artisanales légères s'intègrent bien avec l'offre commerciale existante et donnent une vitrine d'intérêt à proximité de la halte autoroutière pour les artisans de la région. Voilà. Merci. Au point 7, ça allait-tu pour tout le monde? Oui, donc c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, au point 7.2, adoption du projet de règlement 2612-2017-2, proposé par le conseiller Jacques Laurendeau. Je propose que le projet de règlement 2612-2017-2, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, afin de permettre les gîtes touristiques dans la zone CB01-RV du secteur du chemin Milieta et rue Cynthia, soit adopté tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.3, adoption du projet de règlement 2613-2017-2, proposé par le conseiller Pierre Côté. Je propose que le projet de règlement 2613-2017-2, modifiant le règlement de zonage 2368-2010 afin de permettre des activités artisanales légères comme usage secondaire à l'habitation dans la zone FH08R, secteur rue Mary Sud et de Hatley, soit adopté tel que présenté. Ça va pour tout le monde?
Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.4, adoption du projet de règlement 2614-2017-2 proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que le projet de règlement 2614-2017-2, modifiant le règlement de zonage 2368-2010 concernant le redéveloppement de la zone FJ12P, secteur rue principale Est et Saint-Hilaire, soit adopté tel que présenté. Le règlement comporte des modifications par rapport au premier projet de règlement. À l'article 3D, ajout de la note 116 à la clause d'usage commercial. À l'article 3E, ajout de la note 116 ainsi que de la description de cette note 116 uniquement en usage mixte avec la classe d'usage H7, logement dans un bâtiment à usage mixte. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.5, adoption du projet de règlement 2615-2017-2 proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que le projet de règlement 2615-2017-2, modifiant le règlement de zonage 2368-2010 concernant le nombre minimal de cases de stationnement pour les logements pour personnes non autonomes ou en perte d'autonomie, les dimensions minimales d'une aire de stationnement à 90 degrés, le dégagement des enseignes empiétant sur le trottoir, la limite des zones DH15E et EH08R rue du Moulin et les normes d'implantation pour la zone EI47P, caserne rue Sherbrooke, soient adoptées telles que présentées. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.6, adoption du projet de règlement 2616-2017-2 proposé par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que le projet de règlement 2616-2017-2, modifiant le règlement de zonage 2368-2010 concernant la modification des usages et la hauteur des bâtiments en étage dans la zone FH04CR sur la rue Méré-Sud, soit adopté tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.7, adoption du projet de règlement 2618-2017-2 proposé par le conseiller Steve Robert. Je propose que le projet de règlement 2618-2017-2, modifiant le règlement de zonage 2368-2010 afin d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal et de réduire le nombre de cases de stationnement requis dans la zone résidentielle EH27R sur la rue du Lac soit adopté tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Je demande le vote, Madame la mairesse. Donc, le vote est demandé. Je vais faire un tour de table pour connaître vos positions. Monsieur Robert? Pour. Monsieur Lamontagne? Pour. Madame Poulin-Marcotte? Pour, mais je vais avoir l'occasion de me prononcer quand on verra le plan final, si j'accepte ou non. Mais tel quel, mais Parfait. on aura la possibilité de me repositionner. C'est bon. Monsieur Gingras? Pour. Monsieur Ranger? Pour. Monsieur Laurando? Pour. Monsieur Côté? Pour. Madame Bélanger? Pour. Madame Pelletier? Pour, je vais simplement expliquer pourquoi. Il y a plusieurs étapes lors de l'adoption d'un règlement. Puis ce soir, c'est la même chose pour tous les règlements. Il ne s'agit pas de l'étape finale. Lorsque j'avais demandé le vote lors d'une première étape, c'est que je souhaitais voir les plans avant de permettre l'augmentation de la hauteur afin de m'assurer que le bâtiment pouvait s'harmoniser avec le secteur. Finalement, le Conseil accepte de poursuivre le processus d'amendement, mais exigera à ce que le promoteur dépose les plans afin de voir à quoi ressemblera le bâtiment avant d'autoriser la hauteur. Donc, c'est pour cette raison que ce soir, je ne m'objecte pas, mais c'est un dossier à suivre. Madame Pelletier? Je suis contre parce que j'ai toujours des doutes quant à l'intégration harmonieuse d'un bâtiment de 15 mètres à cet emplacement. Et je pense qu'il serait souhaitable d'évaluer l'impact pour l'ensemble du secteur. Donc, adopté à la majorité des voix. Donc, vous aurez compris que c'est juste le projet de règlement qu'on adopte ce soir. Il reste encore 2 étapes avant l'adoption du règlement final. Au point 7.8, adoption du règlement 2619-2017, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que le règlement 2619-2017, modifiant le règlement général 2489-2013, soit adopté tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Au point 7.9, adoption du règlement 2620-2017 proposé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Les membres du Conseil ont reçu le règlement au moins 2 jours avant la séance et déclarent l'avoir lu. Je propose que le règlement 2620-2017, prévoyant des travaux de revitalisation du centre-ville et autorisant une dépense de 22 405 700 $ et un emprunt de 12 674 900 $ à cette fin, soit adopté tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais juste rappeler ici les prochaines étapes au niveau de ce règlement. Il y aura un prochain avis public le 14 juin prochain et la tenue du registre, la possibilité de tenue du registre, c'est ça, le 20 juin prochain. Donc, on serait rendu au point 7.10, nomination sur les comités et commissions, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que la liste des nominations sur les comités et commissions du Conseil municipal de la Ville de Magog, adoptée par la résolution 267-2015 du 15 juin 2015 et modifiée depuis par les résolutions 503-2015 et 563-2015 et 168-2016 et 160-2017, soit remplacées par celles préparées le 30 mai 2017 par le service du greffe. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pour ceux que ça intéresse, là, dans le fond, il y a une liste là, des comités commissions avec les gens qui siègent. Puis là, il y avait eu certaines modifications, certains départs, donc on a dû faire des ajustements. Puis on a décidé, entre autres, dans le cadre des employés, de ne pas mettre les noms, mais de mettre les titres que les personnes occupent pour éviter qu'on soit obligé de revenir tout le temps là, pour faire des amendements. Donc, on serait rendu au point 7.11, abrogation de la résolution 537-2016, proposée par le conseiller Robert Ranger. Le 5 décembre 2016, le Conseil municipal adoptait la résolution 537-2016 relative à l'ajout de panneaux d'arrêt à l'intersection des rues Atlee et Mary-Sud. Il fut convenu, suite aux différentes discussions sur le sujet entre les professionnels en ingénierie, les services d'urgence et les intervenants en transport ferroviaire, que l'ajout de ces panneaux d'arrêt créerait davantage de congestion sur la rue Mary-Sud, particulièrement durant la période estivale. Ces panneaux pourraient provoquer des risques de retrouver des véhicules immobilisés au niveau de la traverse ferroviaire. Je propose que la résolution 537-2016, adoptée le 5 décembre 2016, relative à la signalisation et circulation, plus précisément à l'autorisation de nouvelles signalisations à l'intersection des rues Atlee et Mary-Sud, soit abrogée. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ce n'est pas une surprise pour personne. Je pense que vous l'avez lu dans les journaux. Certains vont dire « Ah, je savais que ce n'était pas la solution ». D'autres vont dire « Je suis déçu parce qu'au moins, on essayait quelque chose ». Mais il reste que devant une menace de sécurité, on n'avait pas le choix là, de prendre la décision qu'on a prise. Puis une des explications, je pense, ça a été dit dans le journal, mais une des explications, je trouve, qui résume bien la situation, c'est que le feu de circulation, là, je n'utiliserai pas le bon terme volontairement, juste pour que tout le monde comprenne, là, mais le feu de circulation, il est comme synchronisé avec le train. Alors, quand le train arrive, bien, il s'assure qu'il vide les rangées qui pourraient être arrêtées sur la voie ferrée, il bloque, puis il permet la circulation dans les autres sens. Alors qu'un stop, on ne peut pas faire ça. Et il est tellement proche de l'intersection de la voie ferrée et de la lumière que, bref, ça nous était fortement déconseillé. Cela dit, on va travailler très fort pour trouver des solutions dans ce secteur-là. Une des solutions qu'on a déjà mis en place pour cette année, c'est la traverse piéton, qui, je sais, va peut-être créer un peu de frustration pour certains piétons, mais somme toute, va aider énormément. C'est-à-dire qu'au lieu de traverser, quand vous sortez de la Pointe-Marie, de traverser vers, je ne veux pas faire de publicité, mais la microbrasserie, bien, vous allez continuer le long de la Maison Meury, puis vous allez traverser au feu piéton. Et à ce moment-là, on pense que ça va désengorger aussi beaucoup. C'est une première, et là, il y a beaucoup moins de problèmes en fait, il n'y a pas de problème de sécurité. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir commenter dans leur tour de table, alors vous allez sûrement en entendre parler tout à l'heure. Donc, on avait retiré le point 7.12. Donc, on serait rendu au point 8, ressources humaines. 8.1, prolongation d'un contrat de travail proposé par le conseiller Pierre Côté.
Le 28 juin 2016, M. Serge Collin a été embauché au poste de directeur par intérim de la sécurité incendie. Le contrat est en vigueur jusqu'à la nomination du prochain directeur de la sécurité d'incendie ou jusqu'à 1 an après l'entrée en vigueur du présent contrat, si telle nomination n'avait pas encore eu lieu, pour se terminer le 27 juin 2017. La Ville n'a toujours pas doté le poste de directeur de la sécurité incendie. Je propose que le contrat de travail de Serge Collin soit prolongé pour une période maximale d'1 an, soit jusqu'au 27 juin 2017 ou avant, si le poste de directeur de la sécurité incendie est pourvu, et ce, aux mêmes conditions. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Si ce n'était que de nous, on le garderait pour plus longtemps que ça, M. Collin, mais on l'a sorti de sa retraite. Fait que je pense que c'est un homme qui a envie de retourner profiter de sa retraite. Alors, dès qu'on aura trouvé le bon candidat pour le remplacer, il pourra retourner jouer au golf à temps plein. Donc, on serait rendu au point 8.2, embauche contractuelle d'un consultant expert proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Le 28 juin 2016, M. Claude Marcoux a été embauché au poste de directeur général par intérim. La Ville a embauché le nouveau directeur général le 21 novembre 2016. La Ville désire embaucher M. Marcoux à titre de consultant expert pour finaliser certains mandats. Je propose donc que M. Claude Marcoux soit embauché à titre de consultant expert à compter du 27 juin 2017 pour se terminer au plus tard le 31 décembre 2017 ou avant, selon les mandats qui lui sont confiés. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il était déjà avec nous sur certains dossiers. On ne l'avait pas laissé partir comme ça. Donc, on serait rendu au point 8.3, embauche d'un chef de division parc et espaces verts, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. L'embauche d'un chef de division parc et espaces verts est nécessaire afin de combler le départ à la retraite de M. Sylvain Lompré, lequel a quitté le 11 mars 2017. Je propose que M. Benjamin Roy soit embauché comme employé non syndiqué à l'essai au poste de chef de division Parc et Espaces verts à compter du 26 juin 2017 aux conditions du recueil des conditions de travail des employés cadres et non syndiqués et qu'il soit rémunéré à l'échelon 4 de la classe 9. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et je pense que les équipes vont être très contents également parce qu'on a un peu de retard là, dans la préparation de nos espaces verts. Il manquait un petit peu de main-d'œuvre. Donc, on s'est rendu au point 8.4, nomination d'un chef à la prévention, division prévention et mesures d'urgence, proposé par la conseillère Diane Pelletier. L'embauche d'un chef à la prévention est nécessaire afin de combler le départ de M. Daniel Oligny, lequel a quitté son poste le 17 septembre 2015. Je propose que M. Sylvain Thomas soit nommé au poste de chef à la prévention, division prévention et mesures d'urgence, sans modification de ses conditions de travail, et ce, à compter du 12 juin 2017. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.5, embauche d'un inspecteur en bâtiment, division permis et inspection, proposé par le conseiller Steve Robert. Que M. Alexandre Turcotte soit embauché comme salarié en évaluation au poste d'inspecteur en bâtiment, division permis et inspection, et ce, à compter du 12 juin 2017, aux conditions de la convention collective, et qu'il soit rémunéré à l'échelon 1 de la classe 8 des taux de salaire. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ici, il s'agit d'un remplacement, ce n'est pas un nouveau poste. Point 9, environnement et aménagement du territoire. 9.1, demande d'approbation de PIIA, proposée par le conseiller Yvon Lamontagne. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. L'adresse des travaux, ça va se passer au 68 rue Bullard. Le type de permis demandé, certificat d'autorisation. Ça va pour tout le monde?
Donc, c'est adopté à l'unanimité et ça me permet de vous parler là, de ce que vous voyez maintenant à l'écran, autant les gens dans la salle qu'à la maison. C'est un test qu'on fait ce soir, mais et vous vous souvenez, on s'était engagé à dynamiser les séances du Conseil, notamment par des images, montrer des lots, etc., au lieu de juste vous donner des numéros. Donc, c'est un test pour ce soir, mais ça deviendra pratique courante. Donc, on serait rendu au point 9.2, demande de dérogation mineure pour le 1523 chemin d'Ayerscliff, proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée avec une marge avant de 6,68 mètres carrés, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit une marge de recul avant minimale de 10 mètres dans la zone JK 01AF2. Le demandeur subira un préjudice sérieux si la dérogation n'est pas accordée, car l'aménagement intérieur de la résidence existante et la localisation de l'installation septique limitent les possibilités d'agrandissement. Le Comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose donc que la demande de dérogation mineure déposée le 13 avril 2017 par 9293-4348 Québec Inc. concernant le lot 4 227 822 situé au 1523 chemin d'Ayerscliff soit accordée. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 9.3, demande de dérogation mineure pour le 121 chemin de Mont-Virage, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre un agrandissement de 2,13 mètres par 5,49 mètres sur fondation continue à 22 mètres de la ligne des eaux du lac, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 25 mètres. Un agrandissement de 2,13 mètres par 5,49 mètres sur fondation continue à 9,25 mètres de la ligne avant, alors que ce même règlement prévoit un minimum de 10 mètres. Un agrandissement de 2,13 mètres par 5,49 mètres sur fondation continue à 4,14 mètres de la ligne latérale nord, alors que ce même règlement prévoit un minimum de 5 mètres. L'ajout d'un nouveau mur de fondation de 5,46 mètres de longueur à 15,30 mètres de la ligne des hautes eaux du lac, alors que le même règlement prévoit un minimum de 25 mètres. Le demandeur subira un préjudice sérieux si la dérogation n'est pas accordée, car les travaux visés permettront de consolider le bâtiment existant qui est protégé par des droits acquis. Le comité consultatif a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 20 février 2017 par Mme Nathalie Moride concernant le lot 4 460 753 situé au 121 chemin de Mont-Virage soit accordée. Cette dérogation est accordée à une condition pour atténuer son impact. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 9.4, demande de dérogation mineure pour le 465 à 469 rue du Moulin, proposé par le conseiller Robert Ranger. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre a. un bâtiment principal d'une hauteur de 12,8 mètres, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un maximum de 12 mètres. B. Une allée de circulation d'une largeur de 6,31 mètres en cour arrière pour des cases de stationnement à 90 degrés, alors que ce même règlement prévoit une largeur minimale de 7,5 mètres. C. Un bâtiment accessoire d'une superficie de 89,96 mètres carrés, alors que ce même règlement prévoit un maximum de 65 mètres carrés.
Le demandeur subira un préjudice sérieux si la dérogation n'est pas accordée pour l'objet A, car le bâtiment principal proposé ne respecte pas la topographie naturelle du site et ne bénéficie pas de l'ensoleillement maximal. Le demandeur subira un préjudice sérieux si la dérogation n'est pas accordée pour l'objet B, car une partie du terrain fait partie de la zone écologique DH15E, dans laquelle l'aménagement de cases de stationnement et d'une allée de circulation ne sont pas permis. Les principaux motifs de refus pour l'objet C sont l'absence de préjudice sérieux, la possibilité de réaliser un projet conforme à la réglementation et que la Ville considère que l'impact de la dérogation demandée ne peut être catégorisé de mineur. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée qu'en partie. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure, déposée le 7 avril 2017 par Gestion Pierre Max Incorporée, concernant le lot 5 946 162, situé au 465 à 469 rue du Moulin, soit accordée pour la partie A, accordée pour la partie B, refusée pour l'objet C. L'objet C, c'est un bâtiment accessoire. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 9.5, demande de dérogation mineure pour le 1567 rue des Pins, proposée par le conseiller Jacques Laurando. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre l'aménagement d'une voie d'accès et d'une allée de circulation commune ne partageant pas la mitoyenneté sur l'ensemble de la limite des deux lots projetés, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit que de tels aménagements peuvent être utilisés en commun lorsque mitoyens. Le demandeur subira un préjudice sérieux si la dérogation n'est pas accordée, car la servitude de non-accès de Gazoduc Trans-Québec et Maritime Incorporé, longeant l'emprise de la rue des Pins, empêche l'ajout d'un accès véhiculaire afin de desservir le lot projeté. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 1er mai 2017 pour M. Guy Larkin et Raxan International Incorporé concernant une partie du lot 3 607 195 situé au 1567 rue des Pins soit accordée. Cette dérogation est accordée à une condition pour atténuer son impact. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 9.6, demande de dérogation mineure pour le 2357 chemin de la Pointe Drummond, proposé par le conseiller Pierre Côté. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre, pour un terrain situé à l'intérieur des paysages naturels d'intérêt supérieur, l'ajout d'un deuxième étage à 23,02 mètres de la ligne des hautes eaux du lac, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 25 mètres. Le demandeur subira un préjudice sérieux si la dérogation n'est pas accordée, car l'espace constructible sur le terrain est très restreint. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Que la demande de dérogation mineure déposée le 7 avril 2017 par Mme Suzanne Roberge concernant le lot 4 226 085 situé au 2357 chemin de la Pointe Drummond soit accordée. Cette dérogation est accordée à certaines conditions pour atténuer son impact. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 9.7, demande de dérogation mineure pour le 1209 rue de la Serpentine, proposée par la conseillère Nathalie Bélanger. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre l'agrandissement d'une aire de stationnement à une marge latérale nord de 0,3 m, alors qu'un règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 1 m. La présente demande a pour objet d'aménager une deuxième case de stationnement en agrandissant l'aire de stationnement existante afin de libérer l'accès au garage et de maximiser l'espace latéral gauche de son garage.
Les principaux motifs de refus sont l'absence de préjudice sérieux, la possibilité de réaliser un projet conforme à la réglementation et la volonté de la Ville de préserver des marges supérieures à cette demande. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit refusée. Toutefois, la Ville désire exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder la demande. La dérogation ne porte pas atteinte aux droits de propriété des propriétaires voisins, considérant notamment la configuration du terrain. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 27 mars 2017 par Mme Andrea Leclerc et M. Stéphane Rudy concernant le lot 4 192 173 situé au 1209 rue de la Serpentine soit accordée. Ça va pour tout le monde? Madame la mairesse, si vous me permettez, juste un commentaire. Oui. Je veux simplement dire, depuis la réunion du CCU, il y a eu le voisin qui était directement concerné a fourni une lettre d'appui au projet à la municipalité. Donc, c'est pour cette raison que je me suis rangée derrière la recommandation du conseil. Donc, je suis en accord. Donc, ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Au point 9.8, services professionnels en contrôle des matériaux, travaux d'infrastructures rurales et urbaines en 2017, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. La Ville de Magog a, sur invitation, demandé des prix pour les services professionnels reliés aux travaux de contrôle des matériaux des travaux d'infrastructure 2017, rurales et urbaines. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Nom de la firme, Groupe ABS, prix global avant taxe 58 682, pointage final 20,45. Englobe 74 048 20,26 comme pointage. Labo SM 65 757, pointage final 19,16. Les services EXP incorporés 103 550, pointage final 14,40. La firme Groupe ABS a obtenu la meilleure note finale. Je propose que la firme Groupe ABS soit mandatée pour les services professionnels, contrôle des matériaux, travaux d'infrastructure 2017 rurales et urbaines, pour un total de 58 682 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et son offre de service ouverte le 29 mai 2017. Le mandat est conditionnel à l'obtention de toutes les approbations légales requises ainsi qu'à la réalisation des travaux. L'invitation avait été envoyée à 4 soumissionnaires et avait été estimée par la Ville à 45 579. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 9.9, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, proposé par la conseillère Diane Pelletier. La Ville de Magog procédera en 2018 aux travaux de construction de l'usine d'épuration secteur Aumerville. Je propose que Mme Tanina Hassani soit autorisée à déposer une demande d'aide financière et à signer tout document pouvant se rattacher au programme d'infrastructure municipale d'eau. Que la firme WSP Canada Incorporée soit mandatée pour représenter la Ville dans le cadre de la demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et pour présenter tout engagement en lien avec cette demande. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 9.10, redevance aux fins de parc, proposé par le conseiller Steve Robert. Que dans le cadre de la demande de permis de lotissement suivante, la Ville accepte, au lieu d'une superficie de terrain, le paiement d'une somme équivalente au pourcentage de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour chaque terrain. Les lots projetés sont 6 86 518, 6 86 519 et 6 86 520. Le pourcentage applicable, c'est 10 %. Le montant estimé est à 4 364 et 3 sous. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On n'avait rien aux affaires nouvelles, donc on procéderait au dépôt de documents. Madame la greffière. Oui. Alors, ce soir, il y a le dépôt de la liste des comptes payés au 30 mai 2017, totalisant la somme de 6 546 539,50 $.
Ensuite, le rapport d'embauche du personnel temporaire saisonnier et étudiant en date du 12 mai 2017. Et finalement, le rapport d'embauche d'un employé régulier portant le numéro 2017-07. J'en profiterai pour souhaiter la bienvenue à tous ces personnels temporaires, nos étudiants surtout. On a eu la chance de les accueillir il y a 2 semaines déjà à l'Hôtel de Ville. Vous savez, l'été, avec les parcs, les plages, le club été, le club ado, tout ça, il y a beaucoup de jeunes qui ont la chance de vivre une expérience de travail intéressante à la Ville. Donc, je vais les souhaiter officiellement la bienvenue. Donc, avant de passer à la période de questions, juste revenir sur des questions antérieures. Donc, il y avait une question qui avait été posée par M. Gauthier, à savoir combien la Ville a d'employés équivalents temps plein pour 2015-16 et estimé pour 2017. Là, on dit équivalent temps plein pour être capable de comparer, parce que si on a 2 personnes à temps partiel, mais quand on les additionnait, ça fait un temps plein, donc on va les additionner. Parce qu'on pourrait dire, comme cet été, là, on a 150 jeunes à peu près qu'on embauche, mais on y travaille juste quelques semaines. Donc, on compte l'équivalent temps plein. Donc, les équivalents temps plein, puis là, on a reculé jusqu'en 2013. Fait que, tiens, M. Gauthier va en avoir pour son argent. En 2013, on avait 263 employés équivalents temps plein à la Ville, 214 le même nombre, 215 265, 216 269 et 216. Attends, je recommence. Vous comprenez plus rien, c'est sûr. 2013, 263, 2014, 263, 2015, 265, 2016, 269 et 2017, prévu 275. Combien la Ville a de frais juridiques, les honoraires qu'on donne à l'externe, qu'on ne peut pas faire à l'interne, pour 2015, 16 et 17. En 2015, 67 963 et 78. 2016, 118 892 et 28. Et jusqu'à maintenant, pour 2017, 6 921 et 33. Également, M. Albert avait demandé l'échéancier, là, si la firme respectait son échéancier au niveau du plan directeur des parcs. Et oui, comme je l'avais dit, mais on a validé, l'échéancier est respecté et le rapport sera déposé en juillet. Donc, on serait rendu à la période de questions des citoyens. Je vous rappelle qu'on dispose d'une période maximale de 30 minutes. Je vous demande de vous identifier pour faciliter la prise de notes. Également, je vous rappelle d'être le plus concis possible. Et si on peut vous répondre sur place, tant mieux. Sinon, bien, on vous répondra ultérieurement. Donc, la parole est à vous. Michel Raymond. Bonsoir. Vous avez une bonne idée pour les PIA, d'afficher ça. C'est vraiment très, très bien. Merci. Si vous pouvez faire ça pour les dérogations mineures. Bien, on va le faire de plus en plus. Tu sais, on va s'habituer, on va se coordonner avec TV Cogeco, puis de plus en plus, pour toutes sortes de... On va commencer par ce qui touche l'urbanisme, là, mais on va le faire de plus en plus. Parce qu'on ne peut jamais être trop informé non plus, surtout dans le voisinage. Est-ce qu'il y a trait de la caserne numéro 1? Oui. Là, vous avez accepté pour la démolition 379 000. Oui. Vous avez refait, on a vu dans la tribune, une demande de soumission. Il y a quoi de changé par rapport au plan initial? À part des poignées de porte? Oui, je ne veux pas aller trop dans les détails, puis je ne veux pas donner trop d'informations aux soumissionnaires potentiels. Ouais. Une des premières stratégies, c'était de scinder la démolition puis la construction, ce qui nous a bien servi, parce que le prix qui est sorti ce soir, c'est ce qu'on avait budgété, au lieu d'être plus élevé. Donc, ça nous a bien servi. On a été, je dirais, moins sévère au niveau des échéances, entre autres, mais il y a d'autres éléments qu'on a modifiés là, pour voir... Pour s'assurer qu'on ait plus de soumissionnaires, puis on va espérer que ça porte fruit comme ce soir pour la démolition. Bon, il n'y a pas moyen de savoir qu'est-ce qui a changé. Bien, je ne veux pas donner... Je vous le dirai après. Parce qu'on regardera, voir si ça fait vraiment une différence au niveau de la soumission, parce que je vois encore Sébastien qui est encore là-dedans. Là, il y a encore un œil dessus. Là, bien, tant mieux. Il a juste à aiguiser son crayon un petit peu plus. Ça va bien aller. Oui, mais peut-être lui fournir un aiguisoir, ça l'aiderait un peu. Deuxième question, parce qu'on a droit toujours à 2, ça a l'air. Oui, bien, vous avez 5 minutes. Là. Dans l'écocentre, il y a d'autres municipalités qui ont venu se greffer à notre très beau écocentre. C'est vraiment bien entretenu aussi, parce que c'est sur l'asphalte, puis on n'attrape plus de flat comme avant.
en tout cas, c'est très bien entretenu. Les autres municipalités, là, comment ça marche? Là? Mettons, il y a Austin. Puis, Oui, il y a des ententes qui sont signées. On a évalué les coûts, puis il y a des ententes qui sont signées, et c'est la municipalité qui assume les coûts pour ces citoyens qui viennent à l'éco-centre. mais eux autres, ils n'ont pas de carte de citoyen? Non. Comment ils font? Par le permis de conduire? Ou... Bien, ils valident l'adresse, puis après ça, il y a un décompte de nombre de citoyens là, qui utilisent le service, puis il y a un tarif qui avait été établi préalablement dans l'entente. Donc, c'est une preuve de résidence. Une preuve de résidence, Oui. comme quoi le permis de conduire? Oui, exactement. Il faudrait que quelqu'un reste ait un permis de conduire de Austin, mettons, pour avoir accès. Ou son compte de taxe, une preuve de résidence. OK. Oui. Et comment vous faites pour évaluer les volumes, mettons, qui viennent de Austin ou Sainte-Catherine? Ouais, c'est une bonne question. Dans le fond, on a regardé les différentes matières. Les matières qui sont gratuites pour nous, il y a quand même un prix pour eux parce que nous, on a les frais d'administration, tout ça. Puis il y a des matières qui sont plus dispendieuses, qui sont plus chargées au volume, comme les matériaux de construction. Sauf que maintenant, les citoyens ont le droit 2 fois par année, hein, les matériaux de construction. Mais et là, vous me posez une bonne question. Comment on évalue le volume qui vient des municipalités? Je vais vous revenir. Mais quand vous parlez de 2 fois gratuit, là, j'apprends ça. Là. Non, on l'avait annoncé. C'est les citoyens, bien, corrigez-moi si je me trompe, là. Pour les matériaux de construction. C'est une quantité. Oui, c'est ça. Quand tu y vas, ils te le disent, la quantité que Oui, tu as droit chaque année, vous avez chaque le droit adresse. à... Chaque citoyen a le droit, me semble, c'est 2 fois par année ou une quantité maximum de matériaux de construction. Avant, on ne pouvait pas le permettre, puis on chargeait, parce que c'était un projet pilote, l'ancien éco-centre. Mais là, c'est permis. Citoyen, preuve de carte de citoyen, c'est permis. Donc, c'est au volume, c'est parce que... Oui, mais là, je vais vous revenir avec les détails. Parce que je viens Je me suis avancé, moi, là. Je viens d'apprendre ça, c'est quand même bien pratique. Je sais, pour la vitre, on disait qu'il y avait tant de pieds carrés par année, là, qu'on avait le droit. Là. Tu dois un retour de question. Il vous reste 1 minute, faites ça vite. OK, comme d'habitude, je fais ça vite. Là. Mais vous n'avez pas répondu à ma petite question que j'avais sur le budget. Quelle était la différence sur les coûts des lumières? LED comparé à la lumière au sodium. C'est-à-dire que l'année est terminée et l'avoir vu ça passer dans le budget. Là. Oui, mais je ne sais pas par cœur, fait que je vais vous revenir. Parce qu'il y a les coûts sur l'opération, mais il y avait les coûts à l'achat. Oui. Puis après ça, il y avait des économies récurrentes. C'est des économies récurrentes qui vous intéressent? Oui, OK. récupérant toujours, ben oui. Parfait. Je vais vous revenir avec Parce avec que la réponse. Hydro-Québec, ils vous ont donné une subvention de combien là-dessus, mettons? Les achats? Je ne me rappelle pas par cœur. As-tu un pourcentage ou... Non, c'est un montant d'argent. C'est un montant fixe, mais je ne me rappelle pas par cœur. Je vais être obligée de vous revenir. Ah, bien, ramasse ça en même temps. C'est bon. Merci. Parfait. Bonsoir, Alain Albert. Bonsoir. D'abord, la première chose, j'ai assisté à la rencontre d'information concernant le centre hospitalier. Puis j'avais 2 commentaires à faire. Le premier, ça s'adresse à M. Gingras. Je vous remercie d'avoir piloté ce dossier-là. J'ai trouvé que c'était une soirée qui était absolument nécessaire. On a eu beaucoup d'informations. Donc, merci d'avoir piloté. Puis vous, Mme la mairesse, je trouve que vous avez bien joué votre rôle. Parce que je trouvais qu'à cet égard, que c'était une réunion où c'était excessivement difficile à suivre et j'ai trouvé que vous avez bien joué votre rôle d'animatrice en forçant les administrateurs à préciser dans leur réponse et à cet égard, je vous en remercie. Merci. Maintenant, à cette réunion-là, il y avait 700 participants. Oui. Je trouve que ça démontre qu'il y a une bonne participation à Magog. Tantôt, vous m'avez répondu à ma question, à quel moment la firme était pour déposer son rapport. Vous m'avez dit au mois de juillet. Excellent. J'espère qu'on va avoir le temps. Puis vous avez également promis de prendre une position sur le projet de la plage des Cantons, le projet de Divertigo, avant la période de vacances. Je vous rappelle, dans ce contexte-là, que la coalition a ramassé en dedans de 3 semaines 500 signatures. Il y avait 700 participants, puis on a ramassé 500 signatures, c'est pas rien. Le rapport est attendu au mois de juillet, on a bien hâte de le lire. J'aimerais aussi vous rappeler, je ne sais pas si vous avez lu dans le reflet de ce matin, on parlait du projet Bleu-Massawippi. Je trouvais ça bien intéressant. Il y avait une petite phrase en conclusion. Pour Bleu-Massawippi, l'enjeu est environnemental et social, soit offrir un accès de qualité au plus grand nombre, ouvrir le lac aux citoyens et redonner à l'endroit sa beauté naturelle. C'est exactement ce que la coalition vise quand on parle de la plage des Cantons.
On a déposé au mois d'avril, je pense une semaine après la consultation, on vous a déposé un rapport. Dans le cadre du tour de table tantôt, j'aimerais entendre de chacun des conseillers et des conseillères s'ils ont fait la lecture du rapport que la coalition vous a déposé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Guillaume Bouchard. Moi, c'est un commentaire plus sur le chemin Marie. Là, il y a eu 2 grosses possibilités pour l'affichage gigantesque qui a été mis très laid. Je voulais savoir c'était quoi et pourquoi cette place-là et quand ça va disparaître. Oui. Ça a soulevé beaucoup de questions parce qu'il y en a gros qui pensaient que c'était des pancartes du promoteur. Il y en a qui me disaient tabarouette, sont grosses ces pancartes. Mais en fait, c'est la ville. C'est les panneaux qui vont démontrer le visuel du centre-ville. Là, on attendait que la température nous permette de les habiller parce que là, ils ne sont pas habillés. Là. Donc, c'est des panneaux temporaires pour démontrer le projet de revitalisation du centre-ville. OK. Parce que j'avais déjà fait des commentaires par rapport à ça sur des affiches à Dell qui dans beaucoup de villes, là, à des endroits là, où il y a beaucoup de monde qui passe pour indiquer tout ce qui se passe dans la ville, que je trouvais ça intéressant. Puis la réponse que j'avais eue, je pense, de Diane, c'est que c'était pas assez joli ou pas assez beau pour la ville, mais j'avais trouvé ça un peu spécial parce que ça peut quand même être visuellement beau. Puis là, quand j'ai vu ces affiches-là, je dis c'est pas vrai qu'ils vont nous mettre ça dans la face. Ça va être beaucoup plus beau habillé. Cela dit, c'est vrai que c'est gros. Je vous l'accorde. Moi-même, je fais le saut quand je passe à côté. Là, mais... OK. Merci. C'était juste mon commentaire. Merci. Merci. Guy Gaudreau. Bonsoir. Bonsoir, messieurs et dames. Une question pour embêter, puis en même temps, est-ce que le bill C-44 peut avoir des incidences dans votre projet d'emprunt? Mais ma question, ça c'est pour embêter. Est-ce que le bill C-44, la création de la Banque d'infrastructure. La création de la Banque d'infrastructure. Je sais qu'il y a beaucoup de négociations de 3 niveaux de fonctionnaires. Oui. Ma question, c'est est-ce que ça va venir? Peut-être. Parce que ma véritable question, à l'article 5, le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ici, c'est écrit une subvention. Oui, exact. Qu'est-ce que vous entendez par subvention qui n'est pas prévue? Je comprends le sens de votre question. Mais pour vous embêter, oubliez ça. Merci. Non, mais pour la Banque d'infrastructure, je ne peux pas vous répondre parce que... c'est politisé. Oui. 150. Exactement. C'est très politisé, puis ma compréhension, c'est que ça va s'adresser davantage aux très grandes villes. Il y a peu de chances que la ville de Magog puisse utiliser cet outil de financement. Je dis peu de chance, ça ne veut pas dire qu'on ne l'analysera pas. Puis comme j'expliquais lorsqu'on a présenté le règlement d'emprunt, c'est que dans le fond, au moment où on se parle, comme les travaux sont prévus qu'en 2018, il est trop tôt pour confirmer les subventions qui seraient disponibles tant au niveau provincial que fédéral, mais on devait procéder avec le règlement d'emprunt. Et le type de subvention peut varier. On peut penser à des subventions pour l'aspect développement durable du projet. On peut penser à des subventions tant fédérales que provinciales. Encore cette semaine, j'arrive d'Ottawa et puis il y a un nouveau fonds qui est géré par la FCM qui pourrait être intéressant. Alors, tous ces fonds-là, on va faire les demandes avant le début des travaux, là, évidemment, et ça va venir réduire finalement le montant de l'emprunt. C'est qu'au moment où on se parle, dans le budget, on a budgété un minimum de 4 millions de subventions, mais dans le règlement d'emprunt, on n'avait pas le droit de le mettre parce qu'il n'y a rien de confirmé au moment où on se parle. Mais c'est ça. Donc, et on attend encore là, des annonces. Entre autres, il y a un nouveau fonds là, fédéral là, qui devrait débloquer sous peu. C'est vous qui me provoquez, là. Je ne devrais pas dire des choses comme ça.
Ça veut dire que vous prévoyez 3 tranches d'emprunt? Vous avez un montant global. Oui, on a un montant global. Mais là, vous dites que vous avez 4 millions, peut-être, de subventions estimées. En fait, ce que je vous dis, c'est que dans le budget du plan triennal d'immobilisation qu'on a présenté, il y avait 4 millions. C'est ça. OK, Je ne voulais pas vous confondre, je m'excuse. Et vous m'avez eu. Je n'ai pas fait exprès. Ce n'était pas du tout mon intention. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire, question? Vous voulez abuser, M. Raymond? Allez-y. Abuseur. Ah bon. OK. C'est pas une question bien très importante, mais ça, quand je suis assis chez nous, je vois ça passer, puis je pense à Lac Mégantic. C'est nos fameux DOC 101. Oui. Les réservoirs. Aujourd'hui, je pense que je l'ai vu passer 2 fois. Il y en a qui sont vides le soir, qui passent le soir, puis dans le jour, à 5 heures, je pense que ça passait. Les fameux DOC. Oui. Bon, est-ce qu'il y avait des municipalités qui s'en viennent? Comment ça fait? Non. Non, parce que c'était une des recommandations. Je sais bien quand c'est vide, c'est pas trop inquiétant, là, mais... En fait, les DOT 111 vont toutes être retirés. Hein? Ils ont une date limite pour les retirer. Cela dit, non, on n'est pas avisé. C'est une de mes revendications. Là. Moi, je dis même qu'on devrait être avisé en temps réel. Il n'y a aucune raison pour laquelle nos gens en responsable en mesure d'urgence ne pourraient pas savoir en temps réel ce qui traverse nos territoires, puisqu'on le fait pour les ports, pour les bateaux, puis on le fait pour les avions. Pourquoi on ne le ferait pas pour les trains? Mais, au-delà de ça, l'entreprise ferroviaire est supposée nous fournir une fois par année les matières qui ont traversé notre communauté pour qu'on puisse le mettre dans nos mesures d'urgence puis prévoir si jamais il arrivait une catastrophe. À ce jour, malgré nos demandes, nous n'avons rien reçu. Et j'ai, cette semaine, justement, assisté au comité de travail sur la sécurité ferroviaire de la Fédération canadienne des municipalités et je l'ai emmené. Ça semble être un problème qui est partagé seulement par ceux qui ont des petits tronçons et pas parce que les grandes entreprises, CNCP, semblent très bien faire leur devoir et avoir développé une bonne relation avec les municipalités. Mais nous, on est desservis par une plus petite entreprise. Alors, je me suis assurée cette semaine avec la Fédération canadienne des municipalités d'avoir leur appui pour qu'on ait l'information, minimalement, qui respecte l'obligation de la loi. Mais je suis revenue aussi sur ma demande d'avoir en temps réel l'information. Parce que, tu sais, on parle de déraillement. On a déjà eu à Magog. Oui. Il y en a eu dernièrement à Sherbrooke. Oui. Il n'y a pas eu d'explosion comme à Lac-Mégantic. Il n'y a pas eu la même négligence non plus. Mais je regardais, j'étais en avant de la rénovation de la brasserie sur Marais-Sud. Oui. Là, je passais tout le temps à la musique café de Lac-Mégantic. Je disais d'un coup on ne sait pas. Hein? Oui. Bien, maintenant, on est tous beaucoup plus conscients de ça. Hein? Oui. Effectivement, mais je ne lâcherai pas. C'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur, la sécurité ferroviaire. Je vais continuer. C'est la seule différence que j'ai vue comparée à il y a quelques années, c'est qu'il passe, me semble, plus tranquillement dans la ville. Le jour. Le jour, oui. Il faut bien spécifier. Ouais. Et puis, j'ai remarqué aussi, peut-être qu'ils en mettent moins un à la suite de l'autre. Je pense que j'ai compté 6. Après ça, mettre des wagons, après ça, 6. Ils sont moins longs. Mais il y a des municipalités qui s'étaient plaintes parce que des fois, le chemin de fer traversait 2 fois leur communauté. Puis là, leur ville se trouvait coupée en 2 à 2 endroits. Fait qu'il y a beaucoup de municipalités, surtout dans l'Ouest américain, qui se sont plaintes de ça, de la longueur des trains. OK. Merci, bonsoir. Merci. Donc, on pourrait procéder au tour de table. Allez-y. Bon, je vais en prendre un dernier. Surtout que vous n'avez pas eu la chance de parler encore. Non, c'est ça. Donc, bonsoir. Donc, Pierre Boucher. Au point 8.3, vous remplacez une personne qui est partie à la retraite, qui est par M. Roy. Oui. Au niveau des parcs et des espaces verts, je me rappelle, vous avez engagé quand même, je crois, RCGT, M. Brisebois, là, comme consultant. Et vous avez aussi un M. Girard qui était précédemment ou qui est un autre consultant aussi dans ce domaine-là. Bien, je ne me souviens pas des noms. Là. Il y a le plan directeur des parcs et espaces verts qu'on est en train de faire avec une firme, mais je ne me souviens pas des noms. Mais allez à votre question, peut-être que je vais mieux comprendre le sens. Autrement dit, c'est un peu l'organigramme. Quel est l'organigramme de cette structure-là pour tout ce qui s'appelle parc et espace vert? Ah, OK. Là,
peux pas vous le dire par cœur. Je vais revenir avec les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que la personne qu'on a embauchée ce soir, dans le fond, là, qui remplace une personne à la retraite, c'est le superviseur des équipes qui sont sur le terrain pour tout ce qui est parc et espace vert, donc tonte de gazon, les fleurs, tout ça. Là, il s'occupe de toutes les équipes l'hiver, le sentier glacé, ces choses-là. Mais tu es en train de sortir oui, on vient d'adopter l'organigramme, fait que je pourrais vous le donner plus en détail, là. Tabarouette, hein, ça arrive de tout bord, de tout côté. Donc, on a embauché ce soir le chef de division. Puis le chef de division Parc et Espace vert relève de la directrice des loisirs, sport et vie communautaire, Mme Linda Gagnon. Et dans son équipe, bien, il y a toute l'équipe sentier glacé, la capitainerie pour les descentes à bateau, la glissade, toutes ces choses-là. Donc, il gère tout ça, les lavages de postes de lavage de bateau, tout ça. Et les préposés au parc, aux activités, puis les journaliers qui sont sous sa responsabilité. D'accord. Merci. Merci. Parfait. Donc, on serait rendu autour de table des élus. Puis ce soir, on commence par M. Lamontagne. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'aurais aimé qu'il fasse un peu plus chaud pour vous parler de ça. Je vais vous parler des jeux d'eau. Mais ça va venir. On construit présentement des jeux d'eau au parc des Hautes-Sources cette année. Pas besoin de vous dire que c'est une activité qui est bien populaire auprès de la population. On l'a vu d'ailleurs l'an passé au Parc Coran. C'est réellement un lieu de rencontre pour toutes les familles. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai été à l'ouverture l'an passé au Parc Coran. Puis moi, je fais partie de la commission de l'environnement puis de l'aménagement. Puis dans ma tête, en arrivant là, je me suis dit, il doit y avoir un récupérateur d'eau. Puis il n'y en avait pas. Fait que là, j'ai posé des questions au niveau d'un autre de commission, environnement puis aménagement. Puis j'ai demandé qu'on fasse des coûts, qu'on évalue la consommation d'eau, puis ce que ça aurait pu coûter. Puis j'ai décidé de le partager parce que j'ai resté très surpris. Puis c'est pour vous montrer qu'au niveau d'une ville, quand c'est public, on a des normes, on a des choses bien particulières à suivre au niveau gouvernemental. Pour récupérer l'eau, ça aurait coûté 120 000 en construction. Je parle d'un récupérateur, je parle de tout le système pour le pompage, la récupération, plus 48 000 pour l'entretien. Ça, c'est un minimum. D'après moi, c'était peut-être un peu plus que ça. On parle d'heures d'employés, on parle des produits. C'est comme une piscine. Quand c'est public, tu récupères d'eau. Ça prend même des employés pour prendre des échantillonnages à prélever pour le contrôle de la qualité de l'eau. Puis ça, il faut envoyer ça. C'est contrôlé par les gouvernements. Puis le coût d'opération, présentement, au Parc Coran, on a évalué évalué par nos services à 25 mètres cubes pour l'année passée. C'est à peu près 2 piscines et demie normales, la consommation du Parc Coran l'an passé. Puis pour un coût d'environ 2 210 que ça a coûté pour la saison. Tu sais, moi, je sais qu'il y en a d'autres qui sont posés des questions, parce que je me suis fait poser la question. Je me suis dit, je vais le partager à tout le monde. C'est juste pour vous montrer que des fois, quand on va trop avec je ne devrais pas dire ça, là, mais l'environnement, puis tout ce que ça peut coûter, mais ça l'amène des coûts, puis il y a des fois qu'on est peut-être mieux faire ça plus simple, puis poser un petit système, quand les jeunes ne se baignent pas, bien, ils arrêtent après 2 minutes. Quand ils reviennent, bien, ça repart, puis ça arrête, puis c'est contrôlé, puis c'est pas mal moins coûteux. Sur ça, je vais vous souhaiter à tous une très belle fin de semaine. Il est supposé de faire beau. Madame Poulet-Marcotte. Je pense qu'on rêve, M. Lamontagne. Alors, moi, Madame la mairesse, la semaine dernière, j'ai justement assisté au gala reconnaissance pour les saines habitudes de vie. Et je voulais féliciter notre organisme Banque alimentaire. Cuisine collective et Bouchées Doubles qui ont été les nominés élus dans la catégorie amélioration de qualité de vie des familles. Et puis on nous a présenté un super de beaux vidéos. Il y avait aussi ce soir-là en nomination dans la catégorie favoriser l'accessibilité, l'école Sainte-Marguerite-Marie, qui malheureusement n'ont pas été le projet
retenues, mais je tiens à les féliciter parce que le travail qui s'accomplit à l'École Sainte-Marguerite-Marie avec M. Christian Laure au niveau des sports, c'est formidable et on est très fiers. J'en suis au moins très fière de vous et je suis sûre que toute la population de Magog est aussi fière du travail accompli. Et sur ce, belle semaine à tout le monde. Merci. Monsieur Gingras? Alors, ce matin, j'ai eu l'occasion d'assister à la conférence de presse qui avait lieu pour la 22e édition du triathlon, qui va avoir lieu du 15 au 16 de juillet. On parle d'environ à peu près de 2500 participants qui vont venir d'à peu près de 15 pays, en grandeur du Canada, des États-Unis et des pays outre-mer. Les retombées, parce que souvent qu'on dit, il n'y avait pas eu nécessairement d'études qui avaient été faites. C'est à quoi les retombées économiques du triathlon ici à Magog. Puis ils ont fait une étude basée sur à peu près 2 ans. Les retombées directes ici à Magog, dans la région, c'est au-delà de 1,5 million. Fait que lorsqu'on dit, c'est principalement dans les hôtels, dans la restauration, puis ainsi de suite. Fait que de temps en temps, étant donné qu'il y a des retombées majeures à ce moment-là, bien, je pense que il faut tolérer un petit peu la problématique qu'il peut y avoir au niveau du trafic. Mais en plus, il y a eu quand même une discussion avec eux parce qu'il y en a qui me disaient, bien, pourquoi ils ne font pas ça à l'extérieur de la fête des travailleurs? Bon, c'est exactement le cas parce qu'ils font une semaine avant la fête de la construction. Fait que donc, les retombées économiques sont avant. Et en plus, étant donné que c'est international, ce qu'ils font, c'est que les gens des autres pays, quand ils viennent ici, c'est qu'ils ne réservent pas 2 jours, ils réservent une semaine et demie, parce que tant qu'à traverser, bien, ils restent à Magog. Fait que les retombées économiques réellement sont majeures, puis ça fait connaître Magog du côté international. Fait que je félicite l'ensemble. J'ai au moins 250 bénévoles qui s'impliquent dans cette activité-là. Fait que je pense que c'est un événement là, majeur à Magog et puis qu'on se doit de l'encourager. Pour ce qui est de la question qui a été posée, est-ce que j'avais lu votre document? Oui, j'ai lu votre document, mais je n'émettrai pas de commentaires ce soir sur le document. La raison est simple. On a fait je lis des documents au même titre. Je l'ai vécu, je suis en vacances quand je l'ai reçu. Je l'avais reçu dans mon courriel. Alors, je sais qu'il va y avoir la présentation qui va être faite. Fait qu'on en est compte. Moi, quand j'avais lu ça, oui, il y a des choses qui sont correctes. Il y a des choses que je suis peut-être d'accord, mais je pense que c'est un bon document. Fait que, par contre, je ne vais pas mettre de commentaires ce soir là-dessus. Merci. Monsieur Ranger? Oui, bien, bonsoir tout le monde. Alors, oui, on les lit vos documents. Je n'ai pas le choix. Votre présidente me les envoie à la maison en personne. Fait que, puis je suis bien mieux d'y répondre. Alors, oui, j'y réponds. Concernant la semaine passée, je suis allé avec Jean-Guy à une présentation pour les jeux et les appareils qu'on pourrait installer dans nos plages et sur nos pistes cyclables qu'on va faire, cyclables et piétonnières et tout ce qui va pouvoir être aménagé. Alors oui, on est allé à une présentation des possibilités qui pourraient être faites là, de certains jeux qui sont pour les personnes âgées, les jeunes, pour tout le monde. Alors, on a fait ça la semaine passée. En ce qui concerne l'hôpital, vous m'avez devancé, M. Albert. Je félicite tout le monde qui sont venus. On ne doit pas baisser les bras pour si peu. Moi, je suis de ceux qui devraient faire une marche de tous les gens qui veulent garder leurs hôpitaux dans leur secteur, que ce soit à Granby, que ce soit dans le bas du fleuve. On devrait avoir un ralliement et faire une marche sur Québec à l'heure actuelle. Pas attendre du tout qu'il se passe quelque chose. Il faut y aller de l'avant. Moi, je suis de ceux qui, oui, il faudrait faire quelque chose pour notre hôpital. Et j'aimerais aussi souligner qu'on a fêté le 50e anniversaire du MCI qui protège notre lac, puis on doit emboîter le pas avec ces gens-là qui protègent notre lac. Fait que c'est les messages que j'ai à donner. Je vous remercie beaucoup. Merci. Monsieur Laurando? Oui, bonsoir. J'aimerais juste rappeler aux citoyens une façon simple et efficace de signaler les nids de poules. C'est d'aller sur le service Go sur le site de la Ville ou d'appeler au 819-843-3333. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Facile à retenir en plus. Hein? Facile. 3. Monsieur Côté. J'ai eu des téléphones chez nous à propos de l'ancien éco-centre. Il y a de la terre qui est amenée là, beaucoup. Là. Il y a un paquet de tas de terre. Là. C'est tous des tas différents. Ce n'est pas la même terre qui va servir aux mêmes choses. Ça, c'est de la terre qui a été prise au 2023 rue Papineau quand on a fait le nouveau garage municipal. Puis, quand on défait le vieux poste de pompier, il y a un sous-sol. Il faut le mettre du remblai. Puis,
Ça, cette terre-là a été conservée pour son sauve. C'est des employés de la ville qui ont décidé de mettre la terre là. Puis c'est une bonne idée. C'est sûr que c'est désagréable. Des fois, quand il y a un coup de vent, ça lève, ça fait de la poussière. Mais nous, on va sauver des sous avec ça, puis c'est temporaire. D'ici, mais quand le garage va être défait, il y a un gros tas qui va partir. Là. C'est ça. Puis j'ai assisté au gala Méritage sportif académique, nos jeunes. Donc, on a un Méritage ici. Là. C'était super le fun de voir ça. Là. Les jeunes, il y en a qui sont bons des moyennes de 95 la moyenne générale. Là. C'est super. Puis, c'est tout. Bonne semaine à tous. On a une belle relève. Oui. Madame Bélanger? Bien, on a une question qui nous a été posée, voir si on lisait les documents de la coalition. Moi, je ne répondrai pas spécifiquement à ce dossier-là, mais la seule chose que je tiens à vous dire, c'est que c'est mon rôle de conseillère de lire les documents qui me sont envoyés. Puis si je ne suis pas capable de les lire, bien, à ce moment-là, j'ai juste à me retirer. Merci. Merci. Madame Pelletier? Bonsoir. Alors d'abord, je souhaite également répondre à M. Albert. Évidemment, j'ai lu le mémoire, puis vous ne serez pas étonnés, je l'ai déjà dit, je partage en général cette vision-là également. Alors aussi, je veux revenir sur le dossier de l'arrêt supplémentaire qui ne sera finalement pas installé à l'intersection du McDonald's, parce que c'est mon secteur. Alors, comme plusieurs d'entre vous, je suis déçue de devoir revenir sur la décision qui avait été prise à l'automne dernier. À l'approche de la date de mise en vigueur de cette nouvelle signalisation, les services d'urgence formés de policiers, de pompiers sont revenus nous suggérer très fortement de ne pas procéder à ce changement à cause de la voie ferrée. En effet, lorsqu'il y aura congestion dans la circulation automobile, ce qui est souvent le cas à cet endroit et particulièrement durant l'été, il aurait été possible qu'un véhicule demeure immobilisé sur la voie ferrée. Comme on peut l'imaginer, les conséquences pourraient s'avérer être très graves et c'est la raison pour laquelle nous sommes revenus sur notre décision. Donc, en tant que conseillère municipale, bien que j'étais très déçue, il est difficile quand même de s'opposer à de telles mises en garde qui ont pour seul objectif le bien-être de nos concitoyens. Donc, malgré ce retrait, nous avons toutefois convenu de poursuivre les efforts pour améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons à cet endroit, parce que c'est vraiment à ce niveau-là que se situe la plus grande problématique. Alors, merci et bonne semaine. Merci. Madame Pelletier? Bonsoir. La semaine dernière, on vous a présenté les visuels de ce que sera votre centre-ville et l'accueil a été très positif, donc nous en sommes satisfaits. Et vous savez, ce centre-ville a été conçu en tenant compte de toutes les opinions et lors des consultations, donc les idées et vos souhaits que vous avez exprimés concernant le centre-ville. Et pour les personnes qui ont des inquiétudes concernant les coûts, il est sûr que les coûts actuels vont être compensés parce qu'on sait fort bien qu'on aura des subventions au cours de l'année 2018. En tout cas, on espère énormément. Et le montant d'emprunt sera diminué d'autant que des subventions que nous recevrons. Puis, vous savez, il ne faut pas oublier que le centre-ville, c'est des investissements importants parce que c'est les infrastructures municipales qui doivent être faites, ou les systèmes d'aqueduc et d'égouts. Et les trottoirs, on le sait, étaient à refaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un choix d'investir pour l'avenir. Alors, et ce soir, vous avez sans doute remarqué sur les ordinateurs un cœur ou certains l'ont à la boutonnière. Alors ça, c'est le logo qui a été développé pour toutes les activités de communication, de sensibilisation autour du centre-ville. C'est un logo qui exprime la fierté des Magogois par rapport à leur centre-ville. Et on souhaite que vous développiez beaucoup un sentiment d'appartenance. Sur le logo, ce qu'on peut voir, c'est la rue principale, c'est la rue Saint-Patrice, la rue Méré et également la rivière. Vous avez également reçu dans la poste une carte postale. Une carte postale qui vous présente un des visuels du centre-ville. D'ailleurs, ces grands visuels qui vont être installés au coin de Principal et Méré, on l'espère cette semaine lorsque le soleil sera de la partie. Et à l'arrière, vous avez les informations pour vous tenir vraiment au courant du projet. Alors, on vous invite à vous inscrire à l'infolette. Comme ça, vous allez être au courant régulièrement, comme tout le monde. Donc, toutes les problématiques ou les questions de circulation, vous aurez ces informations sur ce document d'infolette ou encore sur la page Facebook dédiée au centre-ville. Pour ce qui est du document,
Je l'ai lu et comme vous le savez, ben, je suis d'accord avec vos objectifs. Alors, bonne semaine à tous. Merci. Monsieur Robert? Moi, je dois parler aux citoyens du secteur de la Haute-Courtemanche pour leur dire que le parc s'en vient. D'ici la fin juin, le parc devrait être complété et les jeunes devraient pouvoir recommencer à jouer au parc de la Haute-Courtemanche. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Permettez, Mme la mairesse? Bien, certainement. Oui, le document des réunions, je l'ai très bien lu. Très belle suggestion, mais les décisions, on va les prendre quand on aura la réponse, le bilan final, là, quand la firme nous présentera le projet final, mais très belle suggestion. Merci. Donc, écoutez, avant de procéder à la levée de l'Assemblée, moi, je n'ai pas rien à ajouter. Je trouve que le tour de table était super complet ce soir. C'était le fun de voir toutes les activités de représentation, vos dossiers. Mais je vais répondre à votre question. Je l'ai lu, le document. Mais je suis un petit peu comme Nathalie. Ça m'insulte un peu me faire poser cette question-là parce que j'ai fait mes devoirs. Fait que, soyez avisés à tous, on les lit, nos documents, pour prendre des décisions éclairées. Puis des documents, on a une tonne et quart, mais on les lit. Alors, sans plus tard, non, vous ne pouvez pas revenir au micro. Vous reviendrez la prochaine fois, M. Albert. C'est beau. Non, c'est beau, je comprends, M. Albert. Je fais juste le dire, parce que souvent, on nous challenge comme ça, puis là, on se dit, ben oui. Les gens pensent peut-être qu'on ne lit pas, mais on les lit, les documents. Tout à fait. Alors, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée, proposée par la conseillère Denise Poulet-Marcotte. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de l'Assemblée. Parfait, merci beaucoup. Bon retour à la maison. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.